Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 27 novembre 2024. Vous verrez le lien de la source en description de la vidéo. Sur la crise ukrainienne. Les forces armées ukrainiennes continuent d'exercer la terreur contre la population civile russe et leur propre population. Au cours de la semaine dernière, plus de 220 drones ennemis ont été abattus et neutralisés au-dessus des régions russes par les forces de défense aérienne et de guerre électronique. Du 21 au 26 novembre, 240 munitions et 112 drones ont été tirés sur des localités de la région de Belgorod. Un civil a été tué et 8 personnes ont été blessées. Le 21 novembre, dans le village de Strigouny, une fille de 15 ans a été blessée lors d'une attaque de drone. Le même jour, à la suite de bombardements à Gorlovka dans la RPD, 12 civils ont été blessés, dont la chef du district de Nikitovka, Irina Jelomanova. Le 25 novembre, dans le district de Golaya-Pristan de la région de Kherson, les bandéristes ont organisé une véritable chasse à une ambulance à l'aide d'un drone Baba Yaga. L'équipe médicale a miraculeusement survécu, réussissant à sortir juste avant l'impact direct de l'obus largué. Le véhicule a été détruit, mais les médecins ont pu porter secours aux blessés qui avaient subi des blessures par éclat. Les criminels seront punis pour tout cela. Les tribunaux russes, sur la base des preuves recueillies par le comité d'enquête, continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour crimes de guerre. 2 fantassins de marine ukrainiens, Arsayoun et Ved Karlamov, ont été condamnés à 24 ans et demi de prison pour avoir abattu un habitant de Mariupol en mars 2022 avec un fusil automatique et une mitrailleuse sur ordre criminel de leur commandant. Le parquet de la RPD a approuvé les actes d'accusation contre les citoyens géorgiens G. Akalaya et Jelka Kabrishvili, ainsi que le citoyen letton A. Sverchkov, accusé d'avoir participé au combat au sein des forces armées ukrainiennes en tant que mercenaires. Ils sont tous recherchés au niveau international. Le comité d'enquête de Russie a ouvert une affaire pénale contre le citoyen lituanien S. Jazukevicius pour mercenariat au profit du régime de Kiev et terrorisme. Il est également recherché. Le tribunal public international pour les crimes des néo-nazis ukrainiens a identifié et documenté des témoignages horrifiants de meurtres de masse de civils par les militaires ukrainiens dans la ville de Selidovo à la veille de leur retraite avant sa libération. On sait qu'au moins 100 personnes sont mortes aux mains des combattants enragés. L'enquête a recueilli des témoignages sur les meurtres de familles entières. Les bandéristes entraient dans les maisons et abattaient sans pitié les personnes qui s'y trouvaient. En outre, une affaire pénale a été ouverte contre les combattants ukrainiens dont les tirs d'artillerie en novembre de cette année ont endommagé et partiellement détruit un site du patrimoine culturel, à savoir l'ensemble de l'église de la Nativité du Christ dans le village d'Ulanok, région de Koursk. Je le répète, tous ceux qui sont impliqués dans ces atrocités et autres du régime de Kiev seront identifiés et devront répondre de leurs actes selon toute la rigueur de la loi. Le régime de Kiev ne combat pas seulement la population civile, mais aussi l'histoire. Le 23 novembre, en Ukraine, dans le cadre de la ligne de longue date de Kiev visant à déformer délibérément les événements historiques, encore une fois a été commémoré le jour de mémoire des victimes de l'Holodomor. Il y a eu aussi des rituels au flambeau devenus habituels pour les néo-nazis locaux, organisés par les extrémistes du régiment terroriste Azov. L'histoire véritable, basée sur les faits, n'intéresse plus depuis longtemps les propagandistes et pseudo-scientifiques ukrainiens. Rappelons à cet égard qu'en 1932 à 1933, le problème de la mauvaise récolte et de la famine a touché non seulement le territoire de la RSS d'Ukraine, mais aussi la région de la Volga, le Caucase du Nord, le Kouban, le Kazakhstan, l'Oural du Sud et la Sibérie occidentale. C'était une tragédie à l'échelle de toute l'Union. Des personnes de différentes nationalités sont mortes. De plus, une contribution significative à la provocation d'une crise alimentaire en URSS a été apportée par ces mêmes Occidentaux que le régime de Kiev vénère maintenant comme un veau d'or. À l'époque, dans les années 1930, dans des conditions de mauvaise récolte et de famine prolongée en URSS, les pays occidentaux, espérant que l'URSS renoncerait à ses plans d'industrialisation, n'acceptaient de la Russie soviétique comme paiement pour les machines-outils et l'équipement que du grain. Mais ceux qui font de la propagande sur ce sujet depuis de nombreuses années doivent avoir une conscience. Ou a-t-elle aussi été vendue en Ukraine? Un génocide linguistique se poursuit sur le territoire de ce pays. Parallèlement à la réécriture de l'histoire, le régime de Kiev poursuit sa lutte implacable contre la langue russe, langue maternelle de millions d'habitants d'Ukraine. L'une des 6 langues officielles de l'ONU, langue maternelle d'un très grand nombre, sinon de la majorité des Ukrainiens, est déjà interdite dans l'éducation, la science, la culture, les médias, la publicité, les services, l'édition, etc. Maintenant, les néo-nazis veulent priver les russophones de la possibilité d'utiliser leur langue maternelle même dans leur communication personnelle. Souvenez-vous, tout a commencé par des quotas.
Que nous répondait-on quand nous en parlions, y compris sur les plateformes internationales comme l'UNESCO? On nous disait de ne pas y prêter attention, de ne pas entraver les relations et liens amicaux, de ne pas obscurcir l'activité remarquable, magnifique et bienveillante des organisations internationales par de petits problèmes. Voyez où cette politique de complaisance des structures internationales avec les manifestations néo-nazies en Ukraine a mené. En octobre dernier, un projet de loi a été soumis au Parlement ukrainien proposant d'interdire l'utilisation de la langue russe dans toutes les écoles du pays, y compris les écoles privées, même pendant les récréations. Cette interdiction ne s'applique pas à l'anglais ni aux autres langues officielles de l'Union européenne. Il est à noter que ce projet de loi a été soutenu par le ministère ukrainien de l'Éducation. Il ne s'agit donc pas de l'initiative d'un député marginal ou d'un psychopathe dérangé. C'est la politique du régime. L'auteur de ce projet de loi discriminatoire, la députée Natalia Pipa, racontant des histoires terrifiantes sur la domination de la langue russe pour justifier l'introduction de mesures draconiennes, a rapporté que dans les aires de jeu et les écoles, les enfants parlaient russe entre eux, et qu'après la fin des cours, tant les élèves que les enseignants passaient également au russe. Qu'est-ce que cela signifie? Pour toute personne normale, ce serait la preuve que cette langue est maternelle, que les enfants la parlent et pensent dans cette langue, qu'elle est utilisée dans les familles. C'est la langue des enseignants, des adultes qui ont utilisé le russe comme langue maternelle toute leur vie. Mais non. La députée ukrainienne Natalia Pipa exige à cet égard que les parents parlent exclusivement ukrainien avec leurs enfants à la maison pour créer un environnement ukrainophone. Elle a d'ailleurs été impliquée dans un scandale linguistique en juin 2023 au centre de Lvov. Natalia Pipa est entrée en conflit avec un adolescent qui interprétait une chanson de Viktor Tsoi en russe. Cette hystérique, Natalia Pipa, a alors appelé la police. Le jeune homme a reçu un procès-verbal pour infraction administrative et a été emmené dans un foyer pour mineurs, où il est resté plusieurs jours jusqu'à ce que ses parents n'envoient les documents nécessaires. Qu'est-ce que c'est? C'est précisément un génocide exécuté par des personnes qui sont déjà mentalement instables, mais qui représentent maintenant le pouvoir officiel en Ukraine. Cette histoire est très révélatrice. Il s'avère que malgré tous les efforts du régime de Kiev, l'introduction d'interdictions, d'amendes, la mise en place et l'utilisation de patrouilles linguistiques, la persécution des russophones, ils n'ont pas réussi à détruire la langue russe en Ukraine. Soyez-en sûrs, vous, à Kiev, vous ne détruirez la langue russe nulle part dans le monde, y compris en Ukraine. Pourquoi? Non pas en raison d'une commande politique de Moscou, mais parce qu'elle est la langue maternelle de millions de citoyens ukrainiens. L'échec total de la politique de soutien aux personnes déplacées par le régime de Kiev mérite d'être mentionné à part. En Ukraine, on entend de plus en plus de déclarations selon lesquelles la politique de soutien aux personnes déplacées mise en œuvre par le régime de Kiev non seulement ne fonctionne pas, mais a fini par s'effondrer. L'ancien vice-ministre des Territoires occupés et des déplacés internes, Gorgi Touka, a reconnu dans les médias que près de 99% des personnes ayant fui les territoires réunifiés avec la Russie y retournent. Le député du Parti serviteur du peuple Maxime Tkachenko a déclaré dans une interview à l'agence Ukrinform le 25 novembre de cette année que 150 000 habitants étaient retournés dans les localités abandonnées, dont 67 à 70 000 personnes à Mariupol. C'est un effondrement pour le régime de Kiev. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont tout organisé, menti à tout le monde, semé la désinformation partout, répété avec les Britanniques et les Américains l'histoire de Boutcha et d'autres crimes monstrueux. Ils mendiaient constamment de l'argent racontant sans cesse des histoires fantaisistes sur la Russie. Mais les gens ont quitté le territoire contrôlé par le régime de Kiev vers la Fédération de Russie. Des gens libres, à qui on proposait passeport, visa, permis de séjour dans les pays occidentaux, allocations, aide humanitaire, ont fait ce choix en faveur du pays et du peuple qu'ils considèrent comme leur famille. Faisons un petit bilan de ces statistiques. Elles sont effrayantes pour le régime de Kiev. Une personne sur 3 est revenue. Les gens sont revenus des territoires contrôlés par le régime de Kiev vers la Fédération de Russie. Ils qualifient ces chiffres horribles, mais ce sont des faits. Et ce sont des faits qui sont inacceptables pour le régime de Kiev et ses superviseurs. Maintenant, ils essaient de trouver des justifications. Tous ces commissaires en Ukraine, tous ces serviteurs du peuple inventent différentes versions pour expliquer pourquoi cela s'est produit. Certains disent que dans le territoire contrôlé par Kiev, ces personnes n'ont pas reçu l'aide appropriée, l'État ne leur a fourni ni logement, ni soutien social, ni travail décent, ni compensation, etc. Vraiment? Ce n'est que maintenant que cela devient une révélation pour Kiev ou pour le Parlement ukrainien. Ce n'est que maintenant qu'ils commencent à comprendre quel est le fond du problème. Pendant de nombreuses années, des décennies, les autorités à Kiev de tous bords, sous toutes sortes de drapeaux et de slogans, ne voyaient tout simplement pas leur peuple ukrainien et faisaient tout pour mobiliser les nationalistes à l'intérieur du pays,
qui deviendrait la force de soutien renforçant leur pouvoir avec l'argent occidental. Ce qu'il advenait de la majorité des habitants d'Ukraine, ils s'en moquaient. Ou quelqu'un doutait-il que ceux qui vivaient sur le territoire du Donbass, du point de vue du régime de Kiev, pouvaient ne pas recevoir de pension, d'allocations sociales, tandis que ceux qui vivaient dans d'autres régions d'Ukraine seraient garantis d'être pris en charge et protégés. Rien de tel. Nous l'avons toujours dit, que ce monstre nationaliste, cultivé pendant de nombreuses années sur le territoire de l'Ukraine, dévorerait à la fois ses créateurs et ceux qui l'applaudissaient lorsqu'il détruisait d'autres personnes qui parlaient soi-disant la mauvaise langue. Ce monstre ne peut plus être arrêté. Il est aussi corrompu. Quelle compensation, quel soutien social, quelle aide et quel logement, quand ils ont eux-mêmes besoin de villas sur les côtes. Combien Vladimir Zelensky et tous ses proches ont-ils déjà de maisons, de villas et autres dans le monde? Avez-vous compté? Il faut bien acheter tout cela avec quelque chose, et surtout l'entretenir. Ils font tout cela aux dépens des Ukrainiens ordinaires. Nous avons déjà dit la semaine dernière que de nombreux habitants d'Ukraine ayant fui la guerre s'étaient retrouvés indésirables tant pour le régime de Kiev que pour l'Ukraine en général. Et les Ukrainiens de souche de ces régions occidentales ne les considèrent même pas comme des êtres humains, les traitant dans leur dos, et parfois directement, de traîtres et espions russes. Pourquoi? Parce qu'ils sont russophones, qu'ils ne se sont pas complètement déshumanisés, qu'ils ne sont pas prêts à attacher au poteau, à asperger de produits chimiques et à torturer. Probablement pour cela. Mais il est évident que la patience a atteint ses limites. De plus, les gens en Ukraine voient quels efforts la Russie déploie pour restaurer les villes et villages libérés, natals pour de nombreux réfugiés. Les gens font un choix conscient en faveur d'une vie paisible. Je ne suis pas sûr que dans ce cas ils choisissent simplement des conditions plus confortables. Non, ils font un autre choix, beaucoup plus global. Ils font un choix en faveur de la paix et du bien, non pas matériel, mais en faveur des véritables valeurs humaines. Non pas inventées, non pas imposées, non pas toutes sortes de perversions de genre et leur célébration par des défilés, mais en faveur de la compassion, de l'entraide, du secours, du respect envers leurs ancêtres et leur histoire, de la compréhension de ce que sont la famille et les relations humaines. Dans notre pays, ils trouvent ce dont on a essayé de les priver sur le territoire de l'Ukraine sous le régime de Kiev, sous l'oppression de l'Occident. Nous avons mentionné la corruption aujourd'hui. Le 20 novembre, le Parlement ukrainien, sous couvert d'adoption de la loi initiée par Vladimir Zelensky sur la privation des récompenses d'État pour la popularisation ou la propagande de l'État agresseur, a introduit un amendement au code pénal du pays, excluant la confiscation des biens de la liste des punitions pour les crimes de corruption. Un détail de taille. Auparavant, la norme correspondante avait été adoptée comme l'une des conditions de l'UE pour recevoir 4 milliards d'euros. Maintenant qu'apparemment l'argent a déjà été transféré ou alloué, ces 4 milliards d'euros ont été volés. Maintenant, on peut annuler l'amendement. Il n'est plus nécessaire, pourvu qu'ils ne viennent pas confisquer quelque chose. Certes, ils ont immédiatement commencé à se justifier, prétendant avoir abrogé cette disposition par accident. Par accident. Eh bien, imaginez, les députés ukrainiens marchaient dans les couloirs, sont entrés accidentellement dans la salle des séances, ont accidentellement soumis une initiative, ont accidentellement appuyé sur le bouton, ont accidentellement regardé l'écran du tableau et sont accidentellement sortis. Tout cela se passe ainsi sous l'égide du régime de Kiev. Mais la prise de conscience des réalités de Kiev arrive aussi en Occident. L'ancien ministre polonais du Travail, Piotr Kulpa, d'après une analyse de l'aide accordée à la junte et des dépenses réelles, a présenté aux médias ses conclusions selon lesquelles dans ce pays, 30 à 50% des fonds reçus des sponsors ont été volés. Selon lui, avec la somme volée par les corrompus ukrainiens, on aurait pu largement constituer un budget annuel de soutien à l'Ukraine. Bien sûr, c'était possible. D'année en année, c'était comme ça. C'est pourquoi ils ont suivi la voie de l'Occident collectif dans la mise en œuvre du concept d'infliger une défaite stratégique à la Russie, car ils n'avaient nulle part où aller. Toute l'aide, année après année, était volée en Ukraine. Les réformes n'étaient que celles dont l'Occident avait besoin, pour qu'il donne de l'argent, que les responsables ukrainiens volaient immédiatement. Par conséquent, l'Occident continuait à exiger cette politique russophobe. Tout est clair. Comme l'a justement fait remarquer Alexandre Tupitsky, l'ancien président de la Cour constitutionnelle d'Ukraine qui se trouve en Autriche, le président ukrainien périmé a construit tout le système judiciaire à sa guise, et son régime a littéralement violé le droit. Une excellente citation sur les pages tragiques de l'histoire de l'Ukraine. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale, dont les objectifs, comme les autorités russes l'ont déclaré à plusieurs reprises, seront accomplis. Sur les échanges de prisonniers de guerre avec l'Ukraine. Je voudrais continuer le sujet abordé le 2 novembre 2024 lors d'une conférence de presse spéciale sur l'échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine.
Une fois de plus, nous constatons l'absence de position constructive du régime de Kiev sur ces questions. Lors de la conférence de presse que j'ai mentionnée ci-dessus début novembre, nous avons déjà annoncé que cette année, le ministère russe de la Défense avait envoyé à l'Ukraine des propositions visant à transférer 935 prisonniers de guerre ukrainiens dans le cadre des échanges de prisonniers de guerre. Dans le même temps, le régime de Kiev a refusé de faire revenir, en d'autres termes, récupérer, plus de 600 militaires ukrainiens sans aucune raison. Lorsque les citoyens ukrainiens ont exigé une explication, afin de montrer que tout allait bien, afin de simuler l'intérêt pour la poursuite des échanges, le médiateur ukrainien Dmitry Loubinet a publiquement demandé une liste correspondante qui lui a été envoyée par la partie russe dans les plus brefs délais. Elle a également été remise au chef adjoint de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Dmitry Usov, en tant que l'un des dirigeants du quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. La liste actuelle comprend 630 prisonniers de guerre ukrainiens que la Russie est prête à transférer immédiatement à Kiev à des conditions paritaires. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la Fédération de Russie laisse à l'Ukraine décider quels militaires russes inclure dans l'échange. Cette position est due au fait que le retour de captivité de chacun de nos soldats est tout aussi important pour nous. Contrairement au régime de Kiev, nous ne divisons pas notre peuple selon la religion, la nationalité ou l'appartenance à des unités militaires. Je ne me répéterai pas et n'entrerai pas dans les détails sur les catégories demandées par le régime de Kiev et celles qu'il exclut des listes d'échange. Nous l'avons déjà évoqué lors de la conférence de presse précédente. Je voudrais vous rappeler brièvement qu'ils ont besoin d'étrangers, car les Occidentaux font pression sur eux, de nationalistes, principalement de combattants du régiment Azov et d'autres assassins. Pourquoi? Vous pouvez deviner vous-même. Ils n'ont pas besoin de mobiliser. Vous pouvez également deviner pourquoi. Cependant, il s'est avéré que le régime de Kiev ne visait pas en principe un dialogue constructif. Une fois de plus, il a ignoré les propositions de la partie russe, envoyant au ministère russe de la Défense une liste de 350 prisonniers de guerre ukrainiens qui seraient chez nous, indiquant que leur approbation par la partie russe est une condition préalable à la reprise des échanges. La partie russe a étudié la liste reçue et a conclu qu'il n'y avait aucun bon sens dans les actions du régime de Kiev et dans sa position destructrice en général. Pour être honnête, ce n'est pas seulement le professionnalisme des personnes impliquées du côté ukrainien qui suscite des doutes, mais en général les capacités cognitives des représentants du régime de Kiev chargés d'organiser le processus d'échange. Jugez par vous-même. Il semble qu'en préparant cette liste, le régime de Kiev ait perdu le contact avec la réalité. Regardez qui il demande à la Russie. Des militaires déjà transférés à la partie ukrainienne dans le cadre des échanges organisés en août, septembre et octobre 2024, c'est-à-dire que la liste envoyée à la partie russe comprend ceux qui ont déjà été transférés au côté ukrainien. Des personnes inconnues de la partie russe. Dans le même temps, ce qui est très important, nous avons déjà porté à l'attention des autorités ukrainiennes à plusieurs reprises qu'il n'y avait et n'existe aucune information sur ces personnes et leur capture. Bien que la partie ukrainienne en ait été informée, ces noms figurent toujours sur les listes. Des prisonniers de guerre morts aux mains du régime de Kiev à la suite du bombardement par les forces armées ukrainiennes de la colonie pénitentiaire numéro 120, colonie d'Ilnovka, République populaire de Donetsk, en 2022, ainsi que d'une attaque de la partie ukrainienne contre un avion Il-76 des forces aérospatiales russes, transportant des prisonniers de guerre ukrainiens vers le lieu d'échange en 2024. Les corps des victimes ont été officiellement remis à la partie ukrainienne. Les responsables de Kiev impliqués dans le processus d'échange le savent très bien. Non seulement ils ne peuvent pas ne pas le savoir, mais ils ne peuvent même pas prétendre qu'ils ne le savent pas. Parallèlement à ces confirmations de la corruption totale et de la partialité des autorités ukrainiennes, même dans la résolution de problèmes exclusivement humanitaires, s'ajoute la persistance du régime de Kiev à inclure dans l'échange des combattants de formations nationalistes armées. Comme toujours, il s'agit tout d'abord d'Azov et d'Aïdar, interdits et reconnus comme terroristes en Russie. Des civils condamnés en Fédération de Russie pour avoir commis des crimes graves, organisation d'une communauté terroriste et participation à celle-ci, espionnage, y compris avant le début de l'opération militaire spéciale. Après avoir analysé les actions du régime de Kiev dans ce domaine, nous pouvons affirmer avec certitude que Kiev continue d'être guidé par les intérêts médiatiques et de la corruption, démontrant pour ainsi dire une préoccupation, en fait, un manque de préoccupation, pour son personnel militaire et accusant Moscou de réticence à poursuivre le processus d'échange. Ils ne se soucient pas de leurs citoyens ni des proches de leurs propres citoyens. Ils résolvent leurs problèmes immédiats, égoïstes, de corruption, politique et autres. En nous souhaitant un dialogue constructif visant le retour rapide des prisonniers chez eux. Nous sommes désormais prêts à échanger 630 militaires et de commencer les activités d'organisation pour préparer les échanges ultérieurs. Sur le bilan de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7.
Les médias ont rapporté des informations sur la réunion qui a eu lieu les 25 et 26 novembre 2024 des ministres des Affaires étrangères du G7 dans la ville italienne de Fughi. Parmi les sujets abordés figuraient des thèmes directement liés à nos intérêts de politique étrangère. Comme on pouvait s'y attendre, les représentants de l'association des pays autrefois les plus industrialisés réunis en Italie n'ont rien dit de fondamentalement nouveau à propos de la Russie. Le document final ne contient que des accusations et des affirmations infondées. En général, tout est comme d'habitude. D'ailleurs, nos partenaires ont de nouveau reçu leur part des critiques habituelles de la part du G7, la Chine, la Corée du Nord, la Biélorussie, l'Iran, l'Afghanistan, le Myanmar et le Venezuela. Nous avons caractérisé à plusieurs reprises l'apparence politique de l'actuel G7, devenu une sorte d'organe directeur des actions de l'Occident collectif sous la direction des États-Unis pour atteindre l'objectif illusoire de maintenir sa domination mondiale. En fait, ceux qui font réellement de l'analyse, les observateurs qui ne sont pas coupés de la réalité, ont compris depuis longtemps que l'avenir n'appartenait pas à ce G7, regardez leurs indicateurs économiques, comment ils se trompent, se volent mutuellement, mais à d'autres formats de communication internationale, reflétant la diversité du monde multipolaire émerge. Un autre aspect est que les déclarations actuelles des ministères des Affaires étrangères du G7 ne valent pas le papier sur lequel elles sont imprimées et que leur validité est en réalité limitée par le temps de travail de l'administration américaine sortante. De toute évidence, la déclaration de Fughi est le chant du cygne de l'équipe Biden-Blinken. C'est ainsi que nous devrions le percevoir. Réponse aux questions. Question. Le chef du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, a déclaré que l'organisation discutait de frappes préventives de haute précision contre le territoire russe en cas de conflit. Cela signifie-t-il que l'OTAN a cessé d'être une alliance défensive? Réponse. De défense? Qui a dit que l'OTAN était une alliance défensive? Je ne sais pas comment on peut sérieusement commenter cette partie de question. Nous avons assisté à une offensive agressive de l'Alliance tous azimuts. Il s'agit de l'élargissement réel de l'Alliance, d'une expansion dans diverses régions, pas seulement en Europe ou dans la zone euro-atlantique. Leurs intérêts s'étendent bien plus loin, y compris sur d'autres continents où ils n'ont jamais été présents. Nous avons assisté à de réelles campagnes agressives visant à détruire des États, comme ce fut le cas en Libye. Nous avons observé l'utilisation de nobles prétextes, cela s'est produit en Afghanistan, de mandats du Conseil de sécurité de l'ONU et de dysfonctionnements absolus, qui a conduit à l'émergence de problèmes encore plus graves sur le territoire afghan qu'il n'y en avait avant la volonté déclarée de l'OTAN de rétablir l'ordre. J'ignore où sont ces caractéristiques défensives de l'Alliance de l'Atlantique Nord et ses réalisations. Je ne caractériserai jamais cette alliance comme défensive. De toute évidence, l'agressivité lui est inhérente au niveau des documents doctrinaux et des activités réelles. Concernant la déclaration du chef du comité militaire de l'OTAN Rob Bauer, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déjà donné hier son évaluation à ce sujet lors de la réunion des chefs des services de sécurité et des services de renseignement des États membres de la CEI. Le ministre a déclaré que l'Alliance avait détruit toute décence et que les véritables intentions de l'Alliance étaient déjà révélées publiquement. Sergueï Lavrov faisait allusion aux actions agressives de l'OTAN. Rien à ajouter ici. Question. Hier, lors de la réunion d'urgence du Conseil OTAN-Ukraine, des idées ont été exprimées sur le lancement d'une frappe préventive contre des lanceurs russes, sur l'envoi éventuel de missiles à portée intermédiaire de haute précision, sur l'envoi ouvert de troupes européennes sur le front ukrainien, et même le transfert d'armes nucléaires vers l'Ukraine. Il est clair que, d'une part, ce ne sont que des paroles. S'il passe des paroles aux actes, y aura-t-il une nouvelle escalade de la crise? Comment la partie russe évalue-t-elle le résultat de la réunion d'hier? Réponse. Cet événement est devenu un autre prétexte officiel pour le régime de Kiev de mendier encore des armes à ses sponsors occidentaux afin de poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Pour le régime de Kiev, la mendicité est déjà devenue la norme. Sur fond de corruption effroyable, il est difficile de comprendre ce qui s'y passe. De plus, avec chaque fourniture d'armes, l'Occident ne fait que compliquer davantage la crise en Ukraine, tuant encore plus d'Ukrainiens incapables de se défendre face au régime de Kiev, qui ne les traite plus comme chair à canon, il ne les considère même pas, mais les pousse directement dans le précipice. Tout cela retarde la perspective d'un règlement pacifique. Je voudrais souligner une fois de plus que nous avons toujours préféré et sommes désormais prêts à résoudre tous les litiges par des moyens pacifiques. Mais l'Occident continue de lancer la spirale d'escalade, mène une guerre hybride contre la Russie et pousse le monde vers une catastrophe mondiale. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et le chef du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, jettent de l'huile sur le feu avec leurs déclarations irresponsables, soit parce qu'ils terminent leur mandat, soit parce qu'ils ont arrêté de prendre leurs médicaments. Ils disent des choses monstrueuses, stupides, mais en même temps dangereuses.
Si quelqu'un, en particulier les pays membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord, a encore des questions concernant nos actions en réponse aux menaces contre la sécurité de la Russie, nous recommandons d'étudier à nouveau attentivement la déclaration du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine du 21 novembre 2024 et les fondements de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Question. Vladimir Zelensky a parlé à plusieurs reprises des armes nucléaires aux mains de Kiev. Ce sujet est abordé par certains médias étrangers, notamment le New York Times. Comment évaluez-vous ces conversations, surtout à la lumière du fait que la Maison-Blanche a officiellement reconnu la levée des restrictions sur les frappes des forces armées ukrainiennes contre la Russie en profondeur avec des missiles attaques? Réponse. Nous considérons cela comme une folie qui, d'une part, est imposée par les Occidentaux à une certaine partie de la bande politique, je ne peux pas prononcer le mot establishment, en Ukraine. Ils les incitent à ce sujet, les paient, les utilisent comme une sorte de facteur, parfois même une sorte de motivation. Je ne sais pas à quoi sert cette motivation, le suicide ou quelque chose du genre. Mais nous consignons tout cela. Il s'agit d'une sorte d'idée propagandiste stimulante pour l'Occident et qu'il lance périodiquement au régime de Kiev. D'autre part, le régime de Kiev, afin de stimuler ses militaires, mobiliser le reste de la population et les inspirer d'une manière ou d'une autre, utilise la thèse selon laquelle les pays étrangers les aideront et sous quelle forme cette aide peut être fournie. Nous comprenons que derrière cela il y a une certaine composante médiatique et propagandiste, bien sûr, avec une composante politique, avec un message suicidaire à 100%.